Merci beaucoup. Donc je vais raconter une petite note qu'on a écrite avec Emmanuel Letellier. Pour mieux comprendre une conjecture de Braverman-Kazhdan. Il n'y a pas de résultat extraordinaire, c'est juste pour mieux expliquer cette conjecture. Donc, il y aura un corps fini qui est fixé, un nombre L. Pour des raisons, on pourrait faire beaucoup de choses sur C, mais à la fin, il y aura des faisceaux éladiques. Donc, il y aura une clôture algébrique de QL qui est fixée. Et puis, je vais utiliser un peu systématiquement les champs, comme l'a fait Bao Chao, là. Mais en pratique, on pourrait ne pas utiliser les champs pour une bonne partie de l'exposé. Alors, c'est un champ sur FQ bar. Si X rond est un champ sur FQ bar, défini sur FQ, ça veut dire qu'on a un Frobenius géométrique. Et on peut regarder les points fixes dans le champ. Donc les points fixes, c'est les classes d'isomorphie. Enfin, c'est une catégorie, mais on va regarder les classes d'isomorphie et les fonctions là-dessus. Donc c'est des fonctions à valeur dans QL. QL bar. Donc ça, c'est les notations. Alors d'abord, je vais faire des rappels sur l'induction et induction et restriction de Lustig. Alors, on a un groupe G, un groupe réductif connexe sur FQ bar, défini sur FQ. Donc avec un Frobenius qui sera toujours noté F. Et on a le morphisme de Lang qui à G donne G-1 FG. Et maintenant, on va considérer dans ce cas-là le champ G divisé par G, qui est le champ de G divisé par la conjugaison de G sur lui-même. Et on aura un espace de fonctions. On garde les points fixes. Alors ça, comme G est connexe, c'est simplement les fonctions centrales sur G. Sur GF. Voilà. Alors, on a besoin pour cette induction d'un tor. Donc, on se donne un tor F stable. Et on a un cas particulier quand G égale T. Donc, on a les fonctions. Alors, je garde quand même la notation champêtre, même si elle est un peu ridicule. On garde le champ T divisé par l'action triviale de T. L'action par conjugaison de T sur lui-même, il n'y en a pas. Donc, c'est l'action triviale et on prend les points fixes. Donc, ça, c'est simplement les fonctions sur T. TF. Voilà. Alors, l'induction, on a besoin maintenant d'un Borel. B égale TU. Alors, le Borel, T est F stable, mais le Borel n'a pas de raison d'être F stable. D'abord, en général, il n'en existe pas. Donc là, je prends simplement n'importe quel Borel dans G, donc sur FQ bar. Et on regarde L-1 de U. Donc les éléments G, tels que G-1, FG, appartiennent à U. Alors là-dessus, on a une action d'un côté de GF et de l'autre côté de TF. Si on multiplie par un élément, si on multiplie L, de toute façon, si on multiplie G à gauche par un élément qui est fixe par F, ça ne va pas changer la valeur de L. Et de l'autre côté, T normalise U. Donc on a cette action et on va mettre les deux actions à gauche. Donc on va changer le signe, on mettra un T-1. Donc ça agit sur L-1 de U à gauche.
Donc le signe de l'action de t est changé de t en t-1. Et alors cette action induit une action, bien sûr, sur la cohomologie à support compact de L-1 de U, la cohomologie l-adique. Donc on a aussi une action de GF fois TF là-dessus. Et alors ça suffit à définir l'induction et la restriction de Lustig. Donc c'est des formules bien connues. Donc on a une induction de T à G, des fonctions sur ce quotient T sur T F vers les fonctions sur G F, un point fixe. Bon, et c'est donné par à F, on associe la fonction qui une fonction de G, donc il y a le cardinal, il y a la somme sur les T, TF, moins 1 puissance, la somme sur les I, moins 1 puissance I, la trace de GT agissant sur la cohomologie à support compact de L-1 de U. Bon, et la restriction, c'est essentiellement la même formule duale, en quelque sorte. Donc de G à T. Donc là, maintenant, on va des fonctions sur G, et on obtient des fonctions sur T. Et là, c'est à H, on associe 1 sur GF, le cardinal de GF, somme sur G, donc c'est une formule absolument du même genre, somme moins 1 puissance I, trace de G, T, agissant sur... donc la première est une fonction de G, et la deuxième est le résultat est une fonction de T. Pardon ? Ah, c'est H, pardon. Oui, non, j'ai oublié, oui, pardon. J'ai oublié un terme. F, oui, merci. J'ai oublié F de T, et là, il faut mettre H de G. Voilà, donc ces deux formules. Et donc un résultat qui est dû à Deligne-Lustig, en fait, c'est que Deligne-Lustig implique, montre que c'est indépendant du choix de U. Du choix de U, en quelque sorte. Du Borel contenant T. Bon, alors ça, c'est très classique. Bon, mais là, on a dû choisir un T sur F, défini sur F. Bon, une façon de faire des choses plus proprement, en quelque sorte, parce que dans la théorie de Deligne-Lustig et dans Lustig, on regarde différents tors. Donc, il peut y avoir différents tors maximaux de G qui sont définis sur F de différentes façons qui ne sont pas égaux. Donc on va les mettre tous ensemble, et pour ça on va utiliser un champ. Alors, on va prendre un tore T0, bon, qui va être une sorte de tore de base, et on va prendre pour T0 un tore, bien sûr, F stable, et maximalement déployé sur FQ. F stable, maximalement déployé. Bon, si le groupe est déployé, c'est juste un tore vraiment qui est de la forme GM à la puissance quelque chose sur FQ. Et N0, c'est son normalisateur. Alors on peut former à ce moment-là le champ quotient T0 sur N0.
Bon, là, il faut faire attention que N0 n'est plus connexe. Donc, il faut faire attention à comment on calcule les points fixes sous F là-dedans. Alors, je fais un petit rappel. Donc, les classes... Donc, on peut regarder les tors T dans G à GF conjugaison près. Pas à G conjugaison près, à GF conjugaison près. Bon, et qui sont F stables, bien sûr. Alors, les classes de GF conjugaison, il y en a plusieurs. Et ces classes sont paramétrées par un groupe qui est le H1 de Frobenius, bon, F à la puissance Z, si on veut, à valeur dans N0. Bon, qui est pareil que le H1 de F à valeur dans W0, où W0, c'est le quotient de N0 par T0, c'est le groupe de Weyl de T0 dans G0. Donc on a cette paramétrisation, donc ça se passe de la façon suivante. Donc si on a un U qui est dans le H1, pardon, ça c'est pareil parce que T0 est connexe. Ça. Donc CH1, c'est simplement les classes de F conjugaison dans N0 ou dans W0. Et donc, si on a un nu comme ça, ben, on le représente par un N nu dans N0. Donc, c'est la classe de conjugaison, de F conjugaison. F conjugaison, ça veut dire on fait G-1 d'un côté et FG de l'autre. Donc, on le représente par un N nu. Et ensuite, on peut trouver un G nu. Bon, ce n'est pas unique, hein, le N nu et G nu, de telle sorte que G nu-1 F nu, FG nu, ça soit N nu. Ça, c'est la propriété de l'isogénie de Lang. Elle est surjective sur G. Donc, N nu, c'est inclus dans G, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, et ensuite, on peut former un tor T nu, qui est G nu, T, 0, G nu, moins 1. Donc, on a ce tor qui, lui, va être F stable par construction. Et ces points fixes sous F, c'est simplement les points fixes dans T0 sous F composé avec l'automorphisme intérieur donné par la conjugaison par N nu. Donc, on a à nu, on peut associer de manière non canonique un tor T nu. Bon. Et de cette façon, on obtient toutes les classes, un système de représentants de classes de GF conjugaison des tors maximaux F stable dans G. Donc je vais choisir pour chaque nu, je vais choisir un tor T nu, et je le noterai comme ça. Alors, maintenant, si on revient au champ quotient, et si on regarde les points fixes sous F, bon, c'est pas très difficile de démontrer que ça, c'est la somme sur les nus dans le H1 alors, on peut l'écrire d'abord dans un premier temps comme ça. Des points fixes sous T0 sous ce Frobenius composé avec l'automorphisme intérieur, conjugaison par N nu. Et c'est plus agréable de l'écrire de cette façon-là. C'est égal à la somme sur les nus, même ensemble d'indices, des points fixes dans T nu sur F, divisé par N nu F. Alors ça, c'est une équivalence de groupoïde. Hein, ça, c'est une catégorie des points fixes. On tient compte des automorphismes parce qu'il y a N0, c'est des champs. Bon, bah, on a ce groupoïde est égal à cette somme disjointe. Donc ça donne une façon de regrouper tous ces objets-là en un seul. Ce qui est bien commode. Bon. Voilà. Et alors, ça va permettre de faire une sorte d'induction, de modifier les inductions et restrictions de Lustig en des inductions plus appropriées en quelque sorte.
en tout cas la fonctorialité. Donc on peut regrouper les inductions en deux applications. Donc on va aller, pour l'induction, on va aller de ce champ-là à ce champ-là. Donc des fonctions sur cet espace de fonctions vers les fonctions sur cet espace de fonctions. Et c'est simplement à f, on va associer la somme sur les nus de 1 sur le cardinal d'un groupe de Weyl des induites, les induites habituelles de Lustig. F nu, où F nu, c'est la restriction de F à T. Ouais, je n'ai pas besoin de cette parenthèse. Et W nu, c'est le groupe de Weyl. Donc, de cette façon, on a une façon de regrouper les induites qui sont traditionnellement utilisées par Lustig, de ligne Lustig, qui sont des induites pour chaque tor dans une classe d'isomorphie de GF conjugaison. On les met toutes ensemble de cette façon-là. Et idem pour la restriction. On a une opération R de G sur G dans T0 sur N0 qui va des fonctions sur G maintenant dans les fonctions sur ce champ-là, enfin ce groupoïde-là. Et là, c'est simplement H, on associe la collection des restrictions habituelles. Bon, et bien sûr, nu parcourt H1. Toujours la même chose, nu parcourt... Alors, l'avantage si on fait ça, c'est que bon, ces applications pour GLN sont toutes les deux des isomorphismes inverses l'une de l'autre. Pour un groupe quelconque, le composé, celle-là va être, il faut que je ne dise pas de bêtises, celle-là va être injective, celle-là va être surjective, et le composé de celle-là et celle-là, c'est l'identité. Donc le R est une rétraction à l'induction. Bon, mais disons si G est de type A et connexe, alors à ce moment-là, on a vraiment deux isomorphismes. Bon, mais c'est pas, il n'y a rien de vraiment neuf là-dedans. Alors, une autre chose qu'il faut que j'explique, c'est les séries de Lustig. Alors, si on a un tor T F stable, comme avant, et si on a maintenant θ, un caractère des points fixes sous F dans ce tor. Alors, on a une fonction, θ est une fonction, donc on peut faire l'induite au sens habituel de Lustig de θ. Et ça, c'est le caractère d'une représentation virtuelle, bon, qui est somme de moins 1 puissance i, hi, un support compact de L-1 de U. Bon, j'ai fixé un U, comme avant, tenseur θ-1, et on prend les points fixes sous F. Donc la partie de ça, sous TF. La partie de cette cohomologie où TF agit via θ. Alors,
bon, dans cette représentation, on peut la décomposer, c'est une représentation virtuelle, on peut l'écrire comme une somme avec des plus et des moins de représentations irréductibles. Et donc, on a un certain nombre de caractères qui interviennent avec multiplicité non nulle là-dedans. Alors, la série de Lustig, c'est associé à Tθ, c'est l'ensemble des qui, tels que la multiplicité, bon, les caractères de représentation irréductibles du groupe GF. Donc les caractères irréductibles de ce groupe fini GF, donc tels que la multiplicité de la représentation associée dans cette représentation virtuelle est non nulle. Donc la série de Lustig, par définition, c'est ça. Alors il y a un théorème qui est que... bon, c'est dû à Lustig, ça. Que ces séries de Lustig vont former une partition de tous les caractères. Hein. Bon, bien sûr, il faut que j'identifie certains... LS T' θ' et LS Tθ. Donc LS Tθ' est égal à LS Tθ, si et seulement si Tθ et T'Θ sont géométriquement conjugués. Θ' sont géométriquement conjugués. Sous G. Donc c'est une conjugaison sous G, pas sous GF. Bon, et en plus, tout caractère est dans un LS Tθ'. Donc la réunion suivant les classes de conjugaison, c'est... Voilà. Bon, et alors on a un ensemble au total, on a l'ensemble de toutes ces séries de Lustig. Alors ça va me permettre maintenant de parler de fonctorialité. Donc sur les corps finis, pour ces groupes finis, de Lie fini, bon, la fonctorialité, tout est connu en quelque sorte, donc il n'y a pas de choses vraiment nouvelles à faire là-dessus, du point de vue représentation. Et fonctorialité. Alors, bon, il y a d'abord la notion de dualité. Donc, dans le cas des corps finis, le groupe dual, c'est aussi un groupe du même type que G. Donc, je ne vais pas expliquer tout, mais si on a un groupe réductif, on peut lui associer, enfin Lustig l'a fait, on peut lui associer un groupe réductif dual, G bémol, tous les deux sont des groupes sur FQ bar définis sur FQ. Et on fait ça de telle façon qu'on a une correspondance au niveau de ces tores maximalement déployés. Donc on veut avoir deux groupes comme ça, en dualité. Bon, et on veut la chose suivante, c'est que, bon, j'aurais dû mettre B0. Donc on peut trouver des Borel F stables, des tores maximaux F stables maximalement déployés, dans G et dans G bémol, de telle sorte que le groupe des caractères, bon alors, les groupes des caractères de T0 soit le groupe des cocaractères. Bon, il y a une identification entre les caractères de T0 et les caractères de T0 bémol, les cocaractères de T0 bémol, et que les racines soient échangées avec les coracines. T0 dans B0 soit échangé aux coracines de T0 bémol dans B0 bémol. Bon, c'est ça que... Bon, il y a une façon partant d'un G de construire, à isomorphisme près en tout cas, un G bémol, avec ce type de propriété. Et en plus, le groupe de Weil W0
on peut identifier le groupe de Weyl, le normalisateur de T0 divisé par T0. On peut l'identifier au groupe de Weyl bémol, de telle sorte que l'action de W0 là-dessus devienne l'action de W0 bémol là-dessus. Pardon ? Et c'est compatible, oui, bien sûr, j'ai oublié de dire, tout ça, c'est avec Frobenius. Hein ? Ben, il est sur un corps fini, il n'est pas sur QL bar. Ouais, là, tout est sur le corps fini, c'est ça la différence. Bon, en fait, ça vient des tors, il suffit de regarder pour GL1, on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Pour GL1, bon, c'est les racines de l'unité, quoi, dans le corps fini. On peut identifier les racines de l'unité des deux côtés, QL bar et FQ. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a cette notion de dualité qui est bien commode. Oui, alors... bon, à quoi ça, maintenant pour la fonctorialité. Donc, j'ai parlé avant des séries de Lustig. Donc, ces paquets, en quelque sorte, de caractères du groupe qu'on regroupe en fonction des classes de conjugaison géométrique de Tθ. Mais en fait, on peut aussi le réécrire, les Tθ, à conjugaison géométrique près, ça correspond aux classes duales. Les classes de conjugaison semi-simple de G conjugaison semi-simple qui sont F stables. Donc il y a un dictionnaire, classe de conjugaison de G conjugaison, de paire Tθ, où T est de toute façon un tore F stable et θ un caractère. C'est pareil qu'il y a un dictionnaire assez facile à faire entre ces deux choses. Hein ? Il faut que la classe soit F stable. Non, non, c'est les classes de G conjugaison F stable. Les paires Tθ. Hein, c'est pas, là, on n'est pas en train de regarder les éléments plus précisément, c'est Tθ. Hein ? Bah, là, il y a des choix qui ont été faits. Là. Donc, c'est modulo ces choix, on peut vraiment faire le dictionnaire. Donc, au lieu de paramétrer les séries de Lustig par les Tθ, les classes de conjugaison géométrique de θ, on peut aussi bien les paramétrer par les classes de conjugaison semi-simples, F stable en tant que classe. Hein, ça ne veut pas dire que... Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à transférer des choses de G à GLN ou inversement. Donc, je vais noter Gn égale GLN. Bon, dans ce cas-là, on peut prendre comme groupe dual sur le corps fini Gn bémol égale Gn. Hein, il est autodual. Bon, et la donnée de base dans Braverman-Kazhdan, ou dans ce genre de questions, bon, c'est la donnée d'une fonctorialité, donc un homomorphisme au niveau dual du groupe dual de G vers GLN. Donc ça, c'est la donnée essentielle. Et on se pose la question de transférer des choses qu'on sait faire sur GLN à des choses qu'on ne sait pas faire sur G. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'homomorphisme. Bon, la dualité, ça marche jusqu'à un certain point, c'est-à-dire ça ne marche pas pour les morphismes, sauf dans certains cas particuliers. Bon, on peut toujours arranger les choses pour que, ça je le ferai, le tore maximalement déployé qu'on a fixé à ce niveau-là s'envoie dans le tore maximalement déployé, le tore des matrices diagonales.
Ça, c'est le tore des matrices diagonales dans Gn bémol qui est GLN. Bon. Alors, maintenant, si on a une classe de conjugaison ici, bon, on peut l'envoyer dans une classe de conjugaison là. Bon, l'image ne sera pas une classe de conjugaison, mais on peut la saturer par conjugaison. Et si elle est F stable, avec tout ce qu'on a fait, ça c'est compatible au Frobenius. Ça c'est la donnée de base avec compatibilité à Frobenius. Donc on va pouvoir transférer les classes de conjugaison semi-simples qui sont F stables là-dedans en des classes de conjugaison semi-simples qui sont F stables là-dedans. Donc ça permet de faire un transfert. Alors l'ensemble des séries de Lustig, je vais le noter LS de G. Ça c'est l'ensemble des LS Tθ. Bon, et ce LG, on le retrouve ici, on peut l'écrire. C'est l'ensemble des LS d'une classe de conjugaison semi-simple. Donc on a un transfert naturel de LSG vers LSGN. À partir de cette paramétrisation des séries de Lustig, si on a un ρ bémol, on ne peut pas faire un ρ, mais on peut faire un transfert qui ressemble à ρ. Alors, cette notation n'est pas tout à fait rigoureuse, puisque ρ n'existe pas. Bon, ρ existe si, par exemple, ρ bémol est un homomorphisme normal. Donc, c'est-à-dire que l'image de ρ bémol est un sous-groupe distingué, normal, auquel cas, là, on a une dualité au sens... on a un morphisme ρ dans l'autre sens. Hein. Donc, il faut penser qu'on a un ρ qui va dans l'autre sens. Mais en général, il n'existe pas. Hein. Mais quand même, bon, je vais faire comme s'il existait. Bon, et ce qui existe de toute façon, c'est pas ρ, mais c'est sa restriction au tore. Ça existe. Ça existe de toute façon. Et ça, c'est W0 équivariant au sens où on a une flèche de W0 dans le groupe symétrique, le groupe de Weil. À cause de ce ρ bémol, on peut faire une flèche comme ça de W0 dans le groupe symétrique. Donc, même si ρ n'existe pas, ça existe. Et c'est très utile. Bon, alors maintenant, je vais passer à une autre partie. Bon, tout aussi nettement plus élémentaire d'ailleurs. Qui est la notion de fonction gamma. Bon, je crois que c'est ma partie 6. Alors, pour alléger les notations, je change temporairement de notation, c'est-à-dire que je note simplement G égale... ce que j'ai noté GF, c'est un groupe fini. N'importe quel groupe fini fait l'affaire. Pour cette section 6, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose qu'un groupe fini. Alors, on a le groupe l'ensemble des caractères irréductibles, hein, et on a les fonctions là, sur G. Et ça, bon, c'est bien connu, c'est des fonctions à valeur dans QL, donc c'est un QL bar G fois G module. C'est-à-dire G agit par translation à droite et à gauche sur G, donc ça c'est un module. Et on sait que ça a une décomposition en G fois G module simple, qui est donné par indexé par les caractères. Donc, voilà, donc ça c'est simplement engendré. Ça c'est l'espace engendré par qui, et c'est translaté. Les translatés à gauche, par exemple,
Bon, je vais le noter qui G point pour G appartenant à G. On comprend le caractère. Le caractère, c'est une fonction centrale, mais si on la translate à gauche ou à droite, ça devient une fonction qui est plus centrale. Bon. Et si on prend cet espace-là, ben, on a une somme directe et c'est la décomposition G fois G module. Bon, et là-dessus, il y a une involution qui échange G fois G, enfin, échange les deux facteurs. Voilà. Alors, bon, les fonctions gamma, ça a à voir avec des opérateurs FG. On regarde des opérateurs, genre opérateurs de Fourier, c'est ça qu'on a en tête. Des opérateurs FG qui ne vont pas aller de G fois G, non, j'ai écrit trop vite, qui ne vont pas aller de CG dans CG, mais de CG dans iota étoile en haut de CG. C'est-à-dire qu'il va échanger la translation à droite vers la translation à gauche et vice-versa. Donc on regarde les opérateurs de G fois G module. Alors, la donnée d'un tel opérateur, bon, un tel opérateur peut être donné de deux façons différentes. Donc, soit par une fonction gamma, soit par un noyau. Donc, on peut restreindre, si c'est à cause de cette propriété qu'on demande que cet opérateur soit G fois G, compatible à l'action de G fois G, bon, bah, ça va envoyer ces composantes-là pas elles-mêmes, mais presque. Donc FG, bon, ça va être contenu dans la même chose, mais avec le caractère contre-ingrédient. Bon, et en fait, sur ces choses-là, ça sera donné par un scalaire. Donc, on va avoir FG restreint. Bon, je vais l'écrire comme ça. Si j'ai une fonction f, oui, ça va être égal à un certain gamma, un scalaire, fois fg-1, quel que soit f, appartenant à la composante qui de Cg. Donc ça nous définit une fonction gamma de G dual de G, des caractères de G dans QL bar. Donc ça, c'est le point de vue fonction gamma. Et puis, il y a un autre point de vue, qui est le point de vue noyau. Donc ça, en fait, un tel opérateur est un opérateur à noyau. Donc il existe une fonction φg. Alors, tout ça, c'est des exercices sur des groupes finis. De telle sorte que fg de f appliqué à g, ça soit égal à somme sur h appartenant à g, phi g de g fois h, fh. Donc, du fait que c'est g fois g compatible, bon, bah, ça implique toutes ces choses-là. Bon, et la donnée d'une des trois choses, fg, gamma g ou phi g, c'est pareil, sont équivalents. Bon, et on a des façons de passer de l'une à l'autre. Donc, des formules très simples. Donc gamma g de qui, bon, c'est somme, c'est qui 1 moins 1. Donc ça, c'est la dimension de la représentation correspondante à qui, somme sur g, phi g de g qui g, et phi g de g, c'est 1 sur le cardinal de g. Donc là, je vous rappelle, G, c'est un groupe fini arbitraire. Voilà.
Non. Donc on a cette notion de fonction gamma et de noyau. C'est un noyau à une variable, c'est-à-dire c'est un noyau du produit. Pour en faire un noyau à deux variables, on fait un noyau du produit. Bon, et la fonction est centrale. Donc on a cette notion-là, et on a cette chose-là. Ces trois choses sont équivalentes. Bon, maintenant j'en reviens à mes notations précédentes. Donc 7, c'est le Fourier classique. Standard. Donc là, on fixe un caractère additif du corps fini. Et on a un noyau à une variable qui est psi trace, qui va de Gn, des points fixes sous F, dans Qn. Bon, alors ça définit, par ce que j'ai expliqué avant, une transformation, un opérateur de Fourier qui va des fonctions sur GLN dans les fonctions sur GLN, GLN de FQ dans les fonctions sur GLN de FQ, et une fonction gamma. Bon, qui est les fonctions gamma habituelles, hein, qu'on appelle gamma habituellement. Voilà, et donc un théorème d'Emmanuel, hein, Letellier, c'est que les fonctions gamma sont admissibles au sens où elles sont constantes, c'est un théorème important, sur les séries de Lustig. Gamma Gn est admissible. Au sens où gamma Gn constante sur toute série de Lustig. Bon, alors à partir de ces opérateurs de Fourier standard, on peut faire des opérateurs de Fourier exotiques. En transférant par un homomorphisme de fonctorialité l'opérateur standard en un opérateur exotique. Donc on se donne comme avant un ρ bémol qui va de G bémol dans Gn bémol, compatible avec Frobenius, etc. Donc on a vu qu'on avait T-ρ qui permet de transférer les séries de Lustig en des séries de Lustig sur Gn. Bon, on va définir une fonction gamma, donc c'est très facile en termes des fonctions gamma, en simplement prenant la fonction gamma qu'on a ici, puis en la transférant par T-ρ. Bon, alors il y a des constantes qui sont un peu casse-tête, enfin un peu casse-pied, pas très difficile, mais il faut en tenir compte. Donc c'est ça la formule de transfert. Donc si on a une série de Lustig là, bon, si on a des en fait, finalement, les séries de Lustig, c'est des caractères. Si on a un caractère là, il vit dans un certain paquet, on transfère le paquet, et on évalue la fonction gamma qui est constante sur la série de Lustig sur ce paquet. Et les constantes, c'est simplement un signe fois une puissance de Q. Alors la puissance de Q, le signe c'est epsilon g, c'est moins 1 puissance le f current de g. Et Vg, c'est la dimension du cardinal, du radical unipotent d'un Borel. De U pour G. Donc on fixe un Borel pour G. Voilà. Alors,
avec les formules qui sont encore écrites, on peut faire à partir de là des fonctions gamma et des fonctions... on peut faire un noyau phi par cette formule-là, et on récupère un opérateur f par cette formule-là. Donc c'est ça les opérateurs de Fourier que Braverman-Kazhdan avait regardés. Hein. C'est ces opérateurs. Pourquoi cette normalisation? Hein? Pourquoi les constantes? Bah pour que ça marche. On va voir après qu'elles interviennent. Parce qu'on veut des compatibilités avec tous les tors, etc. Et là, on aura besoin des constantes. Sans les constantes, on est mort. Donc, on va avoir finalement un opérateur de Fourier exotique, des fonctions sur GF. Mais en fait, on va considérer dans cet exposé, en tout cas, que leur restriction aux fonctions centrales, que je noterai comme ça. Donc ça, c'est la restriction aux fonctions centrales. Ensuite. Et bon, qui ont la propriété... je rappelle juste ce lien, parce que... d'un caractère qui évalué en G, ça, c'est le facteur gamma qui est défini comme précédemment, et puis qui de G moins 1. On arrive à notre résultat qui n'est pas un très grand résultat, mais qui éclaire un peu plus ces conjectures de Braverman-Kazhdan, enfin la conjecture de Braverman-Kazhdan, qui, du point de vue fonction, est en fait assez tautologique, grâce aux fonctions gamma. Alors, maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe en termes d'induction de Lustig pour ces opérateurs de Fourier exotiques. Donc, on a un tor T dans G, F stable, et on a un θ. TF chapeau. Ça définit un S, comme on a dit avant. Ce S défini par l'image, je ne sais pas comment le noter, un ρ bémol S, c'est une notation un peu abusive. Là, on a une classe de conjugaison semi-simple dans G bémol. Et là, c'est dans G N bémol. Alors on peut restreindre, on peut regarder gamma Gn calculé sur cette classe, sur la série de Lustig qui correspond à ça. Je vais écrire sur, entre guillemets, sur ρ bémol S. Et ça va me donner, la valeur va me donner ce que je vais appeler gamma ρ t θ. C'est-à-dire on peut faire le transfert de différentes façons, mais c'est quasiment la même chose que ma fonction gamma. Alors, pourquoi les constantes? Là, on le voit parce que là, ça dépend vraiment. Là, il y a vraiment des constantes quand on veut comparer ce qui se passe sur deux paires Tθ, T'Θ'. Donc, on a une collection de cette façon de ρ. Pour toutes les paires Tθ. Et il y a une relation si on prend deux paires différentes. Qui sont géométriquement conjuguées. Et là, les constantes sont importantes. Conjuguées.
Donc ça c'est pour un tor et un θ, on peut faire, on a cette fonction gamma qui est sur une fonction sur le tor et donc la fonction gamma t va me donner un opérateur f rho t. Donc qui sera pareil ici parce que de toute façon t est commutatif. Donc ça sera pareil que ça, qui va aller des fonctions sur t dans elles-mêmes. Donc par la même recette que ce qu'on a fait pour G. Et la proposition clé, en quelque sorte, qui n'est vraiment pas difficile, c'est la chose suivante. On a une compatibilité entre ce Fourier, cet opérateur de Fourier fait sur T et l'opérateur de Fourier fait sur G. Donc la proposition, à 3 parties, 0, c'est simplement que la relation entre les gammas, qui est tautologique, là, c'est vraiment une différentes écritures de la même chose. Ça, c'est pareil que CT, CG-1 de gamma G. Donc ça, c'est juste par définition, essentiellement. Qui, quel que soit qui, appartenant à LS de Tθ. Donc ça, c'est la première... bon, c'est pas une assertion, c'est une traduction de ce qu'on a dit avant. Une assertion, c'est que maintenant, si on regarde ce Fourier sur G et on compose avec l'induction de Lustig, alors c'est pareil, à des constantes près, de nouveau, que l'induction de Lustig composée avec f rho t. Et la troisième propriété, c'est qu'au niveau des noyaux, on a une formule. Le noyau a une variable pour G, c'est pareil que la somme sur les nus. Un sur le cardinal et l'induite de T nu à G du noyau sur phi de T nu. Donc on a une compatibilité qui est assez, bon, qui n'est pas difficile, hein, c'est élémentaire entre toutes ces choses. Alors, ce qu'on fait nous, c'est on regroupe tout ça en un énoncé avec T0 sur N. Donc, si on regroupe les F T nu, bon, la T, c'est n'importe quel T, mais ça pourrait être un des T nu. Donc, on peut regrouper les F T nu, qui sont construits ici, là. Pour tous les nus, on peut les regrouper en un F sur T0 sur N. 0. Et à ce moment-là, je peux énoncer un théorème qui est notre résultat. Le résultat de cette note, c'est avec les grands I et les grands R qui regroupent toutes les inductions possibles dans tous les sens de lignes Lustig. On obtient un diagramme commutatif qui dit qu'il y a une compatibilité à ce niveau-là. Donc, on peut faire l'opérateur de Fourier au niveau de T0 sur N0. Bon, il faut le modifier par une puissance de Q. Donc, on a regroupé tous les Fouriers qu'on peut faire à l'aide des fonctions gamma, les opérateurs de Fourier sur tous les différents tors. Et maintenant, on a une compatibilité à l'induction, au sens de l'induction qui
quel bon goût est un isomorphisme pour GLN. Et ça, c'est le I que j'ai défini il y a quelque temps. Et là aussi. Alors, une conséquence de ça, c'est que le phi G-ρ, c'est l'induite, au sens de cette induite globalisée, là, je ne sais pas comment dire, du phi T0 sur N0. Donc c'est une façon d'écrire de manière globale la compatibilité de Fourier de l'induite, bon, qui était une sorte de conjecture de Braverman-Kazhdan, mais d'un point de vue nettement plus géométrique. Alors l'avantage de ce genre de choses, c'est que ça, on a une description, on peut calculer cette chose-là, parce que dans le cas des tors, on a un morphisme dual, mais aussi on a un morphisme ordinaire. Donc c'est très facile de calculer ce noyau à une variable, et donc on a une façon de calculer ce noyau à une variable pour le groupe. Bon, alors tout ça, ça peut se faire géométriquement. Bon, je vais terminer là-dessus. Alors, en tout cas, à l'aide de faisceaux pervers, donc peut-être je vais expliquer ça rapidement. Donc, là, on va être de nature plus géométrique, on va moins s'inquiéter des Frobenius, mais quand même. Donc, on a cet homomorphisme ρT, réalisation géométrique. Le ρ nous donne un homomorphisme ρT qui va de Tn dans T0. Donc on passe de GLN à G. Alors là-dessus, on a un faisceau d'Artin-Schreier. Enfin, on a un faisceau d'Artin-Schreier qui est trace étoile en haut de L psi. Donc L psi vit sur 1. On a trace qui va de Tn, la trace habituelle des matrices dans 1. Et on tire le faisceau d'Artin-Schreier sur 1 en un faisceau sur Tn. Bon, ensuite, on peut le projeter. Donc on peut définir un grand phi qui est simplement le poussé par ce morphisme-là, par le morphisme ρT, du phi Tn. Bon, il y a le décalage ici, de dimension, où phi Tn, c'est ça. Alors ça a le bon goût d'être un faisceau pervers. Bon, ça se démontre. Ça a le bon goût d'être un faisceau pervers, en général pas irréductible. Bon, c'est simplement une descente du Fourier qu'on peut faire sur Tn en un Fourier géométrique qu'on peut faire sur T. Pas un truc difficile. Et donc, on peut lui appliquer... bon, premièrement, on peut le descendre... On peut les descendre en un faisceau, alors ça c'est un truc qu'il faut faire, à T0 sur N0, parce que tout ça c'est équivariant. Donc on a un faisceau pervers, je ne sais pas, je note M les faisceaux pervers, disons. On arrive à construire comme ça un faisceau pervers sur ce champ quotient. Voilà, et maintenant on a un opérateur d'induction analogue au I d'avant, qui va m'emmener sur les faisceaux pervers sur G sur G.
Alors malheureusement, ça ne marche pas au niveau des catégories dérivées. On avait cru que ça marchait au niveau des catégories dérivées, mais ça ne marche pas au niveau des catégories dérivées. Bon, il y a un fameux calcul triste de Verdier qui empêche ça, mais ça marche au niveau des faisceaux pervers. Et donc, on peut définir l'image par cette induction, bon, c'est la même induction qu'avant, hein, simplement faite au niveau des faisceaux pervers. On peut définir une image ici. Donc, ça permet de définir un complexe, enfin un faisceau pervers, ici, qui est l'image par l'induite. Alors, je vais encore une page. Bon, alors la fonction trace, si on tient compte des structures de Frobenius, tout ça c'est compatible à Frobenius, et on peut regarder la fonction trace de Frobenius sur ce phi g. Et ça, c'est bien le phi qu'on avait avant, hein, à un signe près. Le noyau est une variable qu'on avait avant. Bon, alors, il n'empêche que ça ne suffit pas à assurer que ce diagramme va rester commutatif. Alors, le problème vient que quand on regarde, quand on passe du noyau à une variable, à un noyau sur G, on va faire une opération assez désagréable. Donc, si on a un noyau à une variable, bon, d'abord, on va l'écrire comme un noyau à deux variables, en prenant. Bon, mais celui-là, il sera équivariant par rapport à la conjugaison globale sur les deux variables. Donc, il va falloir le remplacer par quelque chose comme ça. Enfin, bon, GF, bon, un analogue géométrique de ça. Et ça devient extrêmement compliqué. Et donc, pour avoir une commutation, un énoncé analogue à celui-là, bon, on est obligé de comprendre comment on passe de ce phi à ce phi tilde, disons, qui est un noyau à deux variables, équivariantes par rapport aux deux variables. Et ça, géométriquement, on ne sait pas le faire. Bon, par contre, modulo une conjecture un peu technique sur des termes constants, ça a été fait par Chen and Go et Chen ensuite pour GLN et Chen tout court pour un groupe quelconque en caractéristiques assez grandes. Et ça reste assez mystérieux pour nous parce que l'énoncé dont ont besoin Chen and Go et Chen est en quelque sorte plus fort est trop fort, en quelque sorte, pour le but cherché. Et donc, il reste une question de savoir si on ne peut pas remplacer cet énoncé très fort, qui est difficile à démontrer, par un énoncé moins fort, qui serait en quelque sorte plus tautologique. Voilà, donc je vais terminer là-dessus, comme ça je ne vais pas trop dépasser.